petit peu hors timing, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la table ronde. Et puis, mais je vous promets que nous garderons un temps à la fin de la table ronde pour débattre tous ensemble, à la fois avec nos différents auteurs du rapport et puis avec les différents participants à la table ronde. Donc je propose aux quatre intervenants de la table ronde de se joindre à Catherine et moi pour réagir à l'étude et témoigner. Peut-être quelques points avant de vous poser la première question. D'abord, je pense que vous avez désormais, vous n'avez plus aucune raison de ne pas avoir retenu que l'Institut pour l'innovation et la compétitivité s'appelle I7, puisque vous avez vu qu'on avait 7 idées clés. La deuxième chose, c'est qu'on vous a distribué à l'entrée le résumé avec les points clés du rapport, mais bien évidemment, il y a un rapport beaucoup plus complet qui existe, que vous n'avez pas eu parce qu'on voulait garder l'exclusivité des résultats pour ce soir, mais que vous pourrez, après l'événement de ce soir, obtenir sur Internet d'ici quelques jours. On est en train de finaliser la maquette, que vous pourrez obtenir sur le web, mais que nous vous enverrons de toute façon. Normalement, nous avons toutes les coordonnées de chacun d'entre vous et nous vous enverrons le lien immédiatement. Autre point sur lequel je voulais revenir, vous avez vu qu'on a réalisé une enquête quantitative dans le cadre de cette étude. L'idée, c'est d'en faire un baromètre et donc de suivre dans la durée comment les sujets d'innovation et de développement durable sont perçus et de voir si on observe une évolution année après année. Donc vous pourrez suivre aussi l'évolution de ce baromètre dans les années qui viennent. Bon, le quatrième élément d'information, c'est qu'on a appris grâce à Aurélien que Nike était communiste. Donc si Leslie peut éviter de tweeter ça immédiatement, ça serait bien. Remarquez, on aurait un bon retour presse, mais c'est pas... Voilà. Bon. Alors, ce que je vous propose maintenant, qui sont installés, c'est de vous présenter les différents intervenants de notre table ronde qui vont réagir à l'étude. Alors, on a choisi 4 entreprises très différentes, à la fois par leur taille et leur secteur. Donc, je vais les présenter très vite, mais ensuite, quand ils prendront la parole, ils pourront expliquer peut-être un peu plus en détail la nature de leur mission. Donc, directement, alors je le fais dans l'ordre comme ça, mais vous avez leurs photos, donc de toute façon, vous saurez qui est qui. Ça, en fait, c'est beaucoup plus... Voilà, mais il faut que vous les reconnaissiez, en fait. C'est un jeu... Voilà. Donc, Frédéric Arnaud, donc, directeur général d'Emulsar, donc, qui est une start-up autour des sujets d'innovation qui regroupe, je crois, aujourd'hui 12 collaborateurs. Il dira quelques mots sur son entreprise tout à l'heure, mais je préfère aller vite et vous présenter l'ensemble des acteurs. Nous avons ensuite une grande entreprise publique, la RATP, avec Françoise Combel, directrice de l'innovation et du développement durable. Ensuite, une grande entreprise du luxe et une grande marque du luxe, qui n'est pas toujours le secteur sur lequel on atteint le développement durable. Donc je suis ravie. Vous verrez dans notre échantillon, on a essayé d'interroger plusieurs entreprises de ce secteur. Et donc Sandrine Sommer, directrice développement durable chez Guerlain. Et enfin, une entreprise de l'agroalimentaire, donc avec Jean-François Roux, directeur innovation chez Sophie Protéol. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est chacun d'entre vous de prendre la parole pour réagir de manière spontanée à l'étude. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à l'expérience que vous avez au quotidien dans votre entreprise, dans votre secteur, autour des sujets d'innovation et de développement durable. Quels sont les résultats que nous vous avons présentés qui vous ont frappé? Ils peuvent vous avoir frappé pour 2 raisons, soit parce qu'ils sont totalement en phase avec ce que vous vivez au quotidien, soit parce qu'au contraire, ils vous surprennent. Donc, ce que je trouverais intéressant, c'est de voir comment vous réagissez, quels sont les résultats qui vous ont semblé les plus intéressants ou les plus surprenants. Je vous laisse démarrer. Merci. Alors en fait, j'ai noté le chiffre principal des 73% des dirigeants qui déclarent que l'innovation durable est une priorité stratégique. J'ai constaté que donc, c'était très bon pour l'avenir en général et bon pour l'avenir d'Emulsar en particulier, qui sont rentrés dans le détail et fournisseurs de solutions innovantes autour de l'éco et la socio-performance dans le domaine de la nutrition et dans le domaine de la santé.
Ensuite, je me suis posé une question, c'est en termes de pilotage, et je représente ici, on va dire, les petites structures, et la notion de, justement, de pilotage de cette volonté d'innovation et de développement durable. Et j'ai vu que plus d'un tiers des sociétés interrogées n'avaient pas en fait de direction particulière pour le pilotage de cette innovation. Donc c'est assez typique en fait, je pense, des petites structures de pas forcément imposer une direction et de finalement de faire partager à tout le monde le pilotage de ce genre de stratégie. Mais à contrario, et je me suis posé la question, et j'espère que les autres personnes autour de la table, des représentants des grands groupes pourront y répondre, c'est le fait que moins de 5% de ce pilotage soit fait par des directions générales, combiné au fait que 50% de l'échantillon soient les grands groupes, ce qui veut dire que est-ce qu'aujourd'hui c'est viable quand dans un grand groupe l'innovation durable n'est pas du top-down. Est-ce que ça peut fonctionner si c'est pas piloté au moins au démarrage par vraiment un comité exécutif ou une direction générale? Vous nous dites peut-être quand même, dites-nous s'il vous plaît quand même 2 mots sur ce que fait Emulsar, parce que je pense que tout le monde est intrigué là. Alors, à la base, c'est une société que j'ai créée avec mon frère qui part d'une technologie qui sert à fabriquer des émulsions. Alors, les émulsions, tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est une émulsion. Par contre, je peux vous dire que vous en consommez tous les jours. Vous en retrouvez dans les produits alimentaires, vous en retrouvez dans les produits cosmétiques, vous en retrouvez dans les produits pharmaceutiques, vous en retrouvez dans les produits chimiques, dans les stylos, dans les peintures, dans les yaourts. Dans les crèmes cosmétiques, dans les vaccins, etc. Donc c'est une forme physico-chimique qui qui apporte des propriétés à des produits. Et à travers notre technologie, en fait, on conçoit, on développe et on produit des ingrédients innovants qui vont avoir une éco- et socio-performance dans le domaine de la nutrition et dans le domaine de la santé. Typiquement, alors quand je dis éco- et socio-performance, je vise ici de réussir à faire mieux avec moins, ou de réussir à faire au moins aussi bien avec, de faire aussi bien avec la même quantité. C'est-à-dire que par exemple, quand je prends une crème solaire, on utilise des filtres solaires, ce qu'on appelle des dioxydes de titane, TiO2. C'est une matière minérale qui est extraite et qui pour l'environnement n'est pas terrible, notamment quand on met ça à la plage et qu'on va se baigner. L'idée n'est pas de substituer, l'idée est de trouver une forme, donc par exemple sous forme d'une émulsion un peu plus performante qui permet d'en utiliser moins pour avoir la même protection solaire. Et voilà le type, nous, d'innovation sur lequel Emulsar propose des solutions à ces intervenants d'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Je trouve ce qui serait d'ailleurs intéressant, c'est que dans les défis qu'on a relevés pendant la restitution de l'étude, il y en avait un qui était donc d'ordre organisationnel, et je trouve que la RATP a une démarche de rupture, puisque en fait, Françoise Combel, vous êtes donc déléguée à l'innovation et au développement durable, donc du groupe RATP. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, vous avez regroupé dans la même direction ces 2 composantes dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. La RATP, elle est porteuse évidemment des notions de bien public, d'intérêt général. C'est une entreprise qui est ancrée spontanément dans le long terme, parce que quand elle construit des infrastructures de transport, c'est pour plus de 100 ans. Quand elle achète un train, il va durer chez nous 45 ans. Donc on est une entreprise vraiment du temps long. Et je pense que c'est l'une d'ailleurs de quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui fait une forte singularité par rapport aux entreprises les plus, du monde économique en général. Donc on avait des bases fortes, une forte affinité avec le développement durable. C'est en 82, je crois, que la RATP s'est dotée d'une unité de prospective. C'est en 96 qu'elle s'est dotée d'une délégation à l'écologie urbaine et au développement durable. Donc vous voyez que c'est une histoire assez ancienne. Mais vis-à-vis de l'innovation durable, le changement radical a été l'année 2006, où Pierre Mongin a pris les rênes de l'entreprise comme PDG. Il est arrivé en formulant 17 engagements. Parmi ces 17 engagements, l'idée que toute innovation devait s'inscrire dans une stratégie de développement durable. Donc c'était une posture vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui qui était extrêmement radicale. C'était pas un essai, c'était pas
je vais développer une gamme de produits de développement durable, en faire un peu pour voir à quoi ça ressemble. Non, c'était franc, massif et radical. Ça fait partie de ce qu'on a vu dans l'étude, la partie vision. Est-ce que vous pouvez justement rapidement, parce qu'on va essayer de donner la parole à tout le monde, mais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous arrivez à expliquer l'origine? Alors une vision, c'est difficile, mais c'est souvent intuitif. Mais est-ce qu'il y a des éléments rationnels ou c'était vraiment une conviction? Une conviction axée sur le développement durable, oui, et sur le besoin de booster l'innovation aussi. Et de lui donner un autre sens que celle qui était celle d'une entreprise d'ingénieurs très technologique, très fondée sur ses expertises technologiques, et donc qui développait des innovations qui étaient très compartimentées département par département. Voilà. Donc le besoin de réunir l'entreprise autour de quelque chose qui faisait sens. Et donc le premier mouvement pour avancer dans la voie qui était ainsi fixée a été effectivement de se doter d'une stratégie de développement durable. Ça nous a pris un petit peu de temps. C'est tout début 2009 que l'entreprise a formulé sa politique de développement durable avec 7 engagements qui ont fondé, donc qui sont les priorités. Elles sont encore, cette politique est assez stable, ces priorités sont encore celles d'aujourd'hui, 4 ans après, bien que chaque année, on réinterroge cette politique. Et à partir de là, il y a eu donc l'idée effectivement de réunir dans une même équipe les spécialistes de l'environnement, les animateurs de la recherche, de l'innovation et de la prospective. Ça s'est fait progressivement entre 2009 et 2012. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'on est armé pour répondre à cette exigence. Alors, ce qui est important à dire aussi, c'est que pour nous, il est fondamental de réunir l'entreprise sur un sens, sur des priorités qui font communauté et qui permettent à l'entreprise au morceau d'agir dans le même sens et de travailler ensemble. S'il y a le développement durable compris comme l'affaire des spécialistes du développement durable dans l'entreprise, c'est un échec certain. Et l'un de nos engagements consiste à dire nous visons l'exemplarité de nos pratiques professionnelles, quel que soit le métier, vis-à-vis du développement durable. Ça concerne la direction financière, ça concerne la direction de la communication, ça concerne les ingénieurs qui sont en éco-conception, ça concerne les acheteurs. Et donc ça nous permet de travailler de façon pluridisciplinaire et d'aborder quelque chose qui est plus compliqué, surtout à la RATP, c'est cette innovation collective. Non, en tout cas, je trouve ça très intéressant parce que ça illustre vraiment parfaitement le propos d'aujourd'hui. Et ça serait intéressant de voir, justement, Sandrine, si vous pouviez, du point de vue de votre regard, Guerlain, Lux, qu'est-ce qui vous a, effectivement, dans cette étude, que vous retenez, qui vous a le plus surpris qu'est-ce que vous en retenez? Alors, je retiens, moi je vous ai dit, je trouvais ça très intéressant. Il y a beaucoup de questions, il y a des réponses, et effectivement, je pense qu'on partage tous, même en étant dans des tailles d'entreprises différentes, des secteurs différents, les mêmes problématiques. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le côté décloisonnement. Alors, décloisonnement en interne, certes, c'est pas l'affaire uniquement du développement durable, c'est bien impliquer chacun des collaborateurs. Il faut que chaque collaborateur se sente ambassadeur du sujet. Et d'ailleurs, ça se fait assez naturellement parce que ça devient une vraie source de motivation et ça donne du sens en général aux employés. Et en ce moment, Dieu sait si on a besoin de sens pour avancer. Donc, ça se fait assez naturellement. Ceci dit, je suis d'accord, il faut que ça démarre d'abord du top management. Ça, à mon avis, c'est clé. En l'occurrence, c'était le cas parce que chez Guerlain, c'est notre président, quand il a pris les rênes de Guerlain, c'est lui qui a décidé de lancer une stratégie de développement durable. Donc voilà, ça passe aussi par le top management. Donc
en interne, c'est sûr, mais également en externe. Je pense que c'est intéressant, et là, je suis en train de travailler sur ce sujet, notamment avec nos fournisseurs. En fait, il faut décloisonner la notion fournisseur-client et revenir à des mots et redonner les lettres de noblesse aux mots partenaires. Typiquement, sur des sujets, sur l'innovation et sur le développement durable, il faut qu'on avance ensemble. C'est pas simple. Il faut réfléchir, il faut unir nos forces. Et donc, en fait, ça oblige à être beaucoup plus transparent, beaucoup plus sincère et à travailler vraiment avec les fournisseurs, avec les prestataires, avec les parties prenantes, avec les clients, vraiment ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est ressorti dans l'étude et je partage tout à fait ce point de vue. Merci beaucoup. Moi, je trouve ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir le point de vue de Jean-François Rousse, donc de Sophie Protéol, directeur de l'innovation. Donc pour vous, le développement durable, là on avait un regard développement durable, mais du point de vue du directeur de l'innovation, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est des termes. Donc peut-être juste avant, par rapport à l'étude, c'est toujours sympathique de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on fait depuis une belle lurette. Donc c'est bien, ça conceptualise les choses. Et en tout cas, ça montre bien que parfois c'est intéressant. Donc le groupe que je représente, effectivement, est engagé, sans le dire, peut-être malheureusement, on a péché peut-être par communication, mais est engagé dans cette démarche de par sa construction. Je vous le fais très court. Il y a 30 ans, une dizaine de bonhommes sont mis ensemble sous l'impulsion des producteurs agricoles, du colza et du tournesol en particulier. C'était lié, pour ceux qui s'en rappellent, gros souci de protéines au niveau européen, embargo par les États-Unis, donc le bétail européen qui meurt. Donc il faut faire quelque chose. Il y a des discussions qui ont lieu, les accords du GATT, pour ceux qui s'en rappellent, avec donc un système de partage. Excusez-moi, c'est toujours comme ça que ça se passe. Un système de partage où les États-Unis fournissent les protéines pour la planète. En contrepartie, l'Europe protège son blé, son sucre. Et du coup, les pauvres petits producteurs d'oléoprotéagineux européens et français en particulier sont jetés en pâture dans ce système mondial. Donc quand on est mis sous contrainte, j'entendais tout à l'heure la contrainte du top management qui dit « il faut que ça se fasse », c'est ce que j'appelle une contrainte. Là, la contrainte, elle venait de l'extérieur, c'est-à-dire si on fait rien, on meurt. Et donc ces agriculteurs, qui étaient au nombre, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers à l'époque, se sont dit il faut qu'on mette en place un système qui doit nous permettre de survivre. Et donc ils ont créé cette société, Sophie Protéol, 10 personnes, vous imaginez, 12 avenues de l'Orge 5, pour ceux qui connaissent, c'est le dessus du Crazy Horse. Donc vous imaginez 10 bonhommes, que des hommes, premier étage au-dessus du Crazy Horse, qui a un petit cochon, et les agriculteurs qui travaillent, sur chaque tonne qu'ils produisent et qu'ils vendent, un petit montant est prélevé et rentre dans le petit cochon. Aujourd'hui, c'est plus de 8500 salariés, d'accord, dont plus de 6000 en France. Voilà ce qu'est devenu ce groupe. Comment ça fonctionne ? En fait, c'était de dire comment est-ce qu'on peut organiser toute la filière. J'ai entendu le terme filière juste avant. Comment on peut organiser toute la filière pour que personne ait d'emprise sur personne. C'est-à-dire chacun des acteurs, chacun des maillons de cette chaîne est un maillon important et la chaîne a la solidité du maillon le plus faible. Donc nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait un maillon de la chaîne qui soit faible. Donc du producteur agricole jusqu'à celui qui fabrique les œufs matines ou les huiles de sieur, ça c'est nous, dans toute la chaîne de valeur, chacun doit trouver son compte et doit pouvoir vivre durablement. D'accord ? À l'époque, on ne parlait pas de durabilité. De même qu'à l'époque, en 92, quand on a fait la première unité industrielle de biodiesel au monde, personne ne parlait de biodiesel ni de biocarburant. Au fait, petite parenthèse, on a fait du biodiesel parce que comme on produisait de la protéine à partir du colza, lui, il était impropre à la consommation. Il fallait bien qu'on en fasse quelque chose. Ça, c'est le concept de durabilité. On n'allait pas la jeter. Donc, on a développé des applications industrielles. Petit à petit, ça s'est appelé le biocarburant, le biodiesel en particulier. Et en parallèle, du fait du développement des volumes, on a fait travailler les semenciers pour rendre cette huile propre à la consommation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous mettez de l'huile de colza parce qu'on a développé les applications industrielles, parce qu'on a eu besoin de produire de la protéine. Donc on parle de système globalisant, de chaîne de valeur. Et ce groupe reflète, au travers de ces sociétés que vous connaissez, comme le Sieur Matine que je citais, mais aussi Diester ou d'autres, reflète en fait ce que des agriculteurs ont pu créer par une volonté liée à une contrainte, leur disant que s'ils ne faisaient rien, ils allaient mourir. Donc je pense que ça illustre, de mon point de vue en tout cas, la notion de durabilité, parce qu'on a une vision, vous parliez madame effectivement de long terme, on a une vision extrêmement long terme, on n'a aucun actionnaire à satisfaire. D'accord, on ne verse pas de dividendes. C'est une société fabuleuse, elle appartient à personne. D'accord, donc c'est quand même extraordinaire. Donc en fait, notre seule raison d'être, c'est tout ce qu'on génère comme argent,
on n'a qu'un seul souci, c'est le réinvestir. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas on verse aucun dividende, donc on réinvestit tout ce qu'on génère. Donc notre souci au quotidien, nous dirigeants de cette société, c'est de faire en sorte qu'on soit suffisamment rentable pour pouvoir réinvestir et donner envie aux agriculteurs de continuer à produire durablement. Du coup, on a tout un schéma de les engager dans une charte de durabilité pour que l'ensemble soit complètement durable. Voilà. C'est très, très intéressant, je pense, ce point de vue. Est-ce que vous pourriez, justement, on va continuer, puis on va alterner après, mais je pense que ça serait intéressant, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'exemples de nouveaux business models. Et je sais que vous ne tarissez pas d'exemples, donc je pense que c'est intéressant de partager ça avec la salle. Est-ce que vous avez un exemple de nouveau business model qui a été développé sur la thématique de l'innovation durable chez Sophie Protéol? Alors j'en ai un qui est plus particulier. Alors ce que je viens de décrire là, c'était faisable à l'échelle d'une seule entreprise, même si c'est un conglomérat. C'est parce qu'on partait d'une matière première pour faire quelques gros produits qui satisfaisaient les besoins de production. C'est dit, maintenant il faut embrayer, il faut continuer à essayer de faire évoluer le système. Donc récemment, on parlait aussi de l'acteur public et du rôle de l'acteur public. A été mis en place, sûrement beaucoup d'entre vous ont été sollicités, le programme d'investissement d'avenir. Et dans ce programme-là, on a construit un objet qui est dédié en fait au développement de la bioraffinerie du futur, enfin peu importe le concept. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans le domaine, donc autour de la chimie du végétal en particulier, dans ce domaine-là, un seul acteur ne peut pas tout faire. The Chemical Company ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, donc des BASF, on ne va pas les créer comme ça en 2 jours. Donc si on veut développer la chimie du végétal, il faut que l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes puissent se fédérer pour arriver à faire que ce secteur se développe. Tous ceux qui ont essayé seuls de développer, développent une petite partie, 10 000 tonnes, 50 000 tonnes par-ci, mais globalement, ça ne décolle pas. Donc il faut arriver à faire en sorte que l'ensemble des acteurs pouvant avoir un intérêt soit là. Donc ce qu'on a fait pour le montage de ce projet, enfin cet objet, c'est pas un projet, de cet objet, on a fédéré en fait tous les acteurs d'une chaîne de valeur, des gens de l'engineering, des gens de l'équipement, des chimistes, des gens de l'amont agricole. Et tous ces gens-là, on les a fait travailler pour définir un modèle de développement et un modèle d'innovation pour cette chimie du végétal. Et ce modèle, il met ensemble, mais bien, avec des endroits bien séparés et juste un lieu de rencontre, un lieu qui n'est pas physique, un lieu de rencontre, qui est une société, des acteurs publics, donc ils font de la recherche académique. On parlait tout à l'heure de libéraliser l'accès à l'API. C'est un concept intéressant à développer, je suis preneur. Donc on a une recherche académique d'un côté qui fait de la recherche, et de l'autre côté on a des industriels qui attendent que cette recherche soit productive. Monsieur reconnaîtra sûrement des modèles Fraunhofer bien connus de l'autre côté du Rhin. Et dans cet écosystème, avec l'ensemble des industriels et l'ensemble des acteurs académiques, chacun vient chercher quelque chose, chacun vient apporter quelque chose. Donc il n'y a pas une volonté de faire un produit, il n'y a pas une volonté de faire un système, chacun vient chercher quelque chose. Et il ne vient que s'il est sûr de pouvoir trouver quelque chose. Et je pense qu'on a réussi, vous avez un scoop, demain après-midi on signe la convention de financement de cet IED, c'est le premier de tous ceux qui ont été sélectionnés, donc on est assez fiers de ça. Comme quoi des bouseux d'agriculteurs sont capables de faire des objets qui sont retenus dans le cadre des investissements d'avenir. Voilà. Félicitations. Sandrine, chez Guerlain, un business model nouveau autour de ces problématiques? Alors, business model, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, un cas intéressant, à mon avis, à partager en termes d'éco-conception, donc, ou comment limiter l'impact environnemental de nos produits. Produits de luxe, donc comme on le disait tout à l'heure, pas forcément évident de prendre en compte ces problématiques. Donc un cas, c'est effectivement celui que j'ai partagé notamment dans le rapport, c'est sur notre soin d'exception, Orchidée Impériale, qui est un soin vendu dans un pot très lourd, beaucoup de poids de verre, du métal, du plastique, mais un bijou, vraiment, un pot magnifique. Et en fait, on avait la problématique de qu'est-ce qu'on en fait une fois que le soin est terminé. D'abord, on ne peut pas le jeter parce que ça ne se sépare pas, donc on ne peut pas le trier. En plus, c'est presque dégradant de jeter ce pot parce qu'à nouveau, c'est un bijou et donc même nos clientes ne pouvaient pas le jeter. Donc évidemment, on a pensé à la rechargeabilité. Par contre, on voulait y réfléchir différemment dans le sens où on voulait justement inventer un nouveau rituel et proposer un système de recharge dans nos boutiques.
Donc en fait, on a demandé aux clientes de revenir avec leur pot vide. On leur prend leur pot vide. Des conseillères beauté se chargent de le remplir en arrière-boutique avec un système tout à fait propre, je vous rassure. On n'est pas en train de faire une petite cuisine à l'arrière des boutiques. Mais pendant ce temps, il y a une autre conseillère beauté qui s'occupe de nos clientes avec tout un rituel, donc un thé, un flash make-up, un petit maquillage, des conseils sur les nouveaux produits. Enfin, voilà, on explique notamment tout ce qu'on fait sur la filière orchidée, puisqu'on fait beaucoup de choses sur notre filière orchidée. Voilà. Et pendant ce temps, donc, on remplit à nouveau ce pot et on lui ramène tout propre, tout beau. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'on a inventé une nouvelle façon de recharger le pot. La cliente y voit un réel intérêt parce que d'abord, c'est un geste citoyen. Ensuite, elle a un service luxe et sur mesure quand elle vient dans nos boutiques en attendant la remise de ce pot. Et c'est pas tellement un aspect économique parce qu'en l'occurrence, la recharge n'est pas si loin que ça en termes de prix que le complet. Donc c'est vraiment une démarche plus écologique et d'un service sur mesure. Voilà. J'avais un autre petit cas que je trouvais, alors c'est absolument pas stratégique, mais que je trouvais assez symbolique. On a travaillé sur la bâche publicitaire de notre nouveau parfum, la petite robe noire. Donc bâche publicitaire, en général, c'est très éphémère. C'est malheureusement le principe de cette grande bâche. Et en fait, on avait envie de lui donner une seconde vie. Donc cette grande bâche publicitaire qui était affichée dans tout Paris, on les a récupérées et on les a fait transformer par une société qui s'appelle Bilhomme, et une petite société qui les a transformées en sacs. Ce qu'on a appelé des Heat Bag Collector, c'était beaucoup plus joli. Et ces sacs, en fait, donc, ont été conditionnés à Paris, donc des bâches qui ont été affichées à Paris, puis conditionnées, transformées à Paris par des personnes en situation de handicap. Donc on a une dimension et environnementale et sociale. Et ces sacs, on les a revendus à nos clientes. On a fait des bénéfices dessus. On ne les a pas gardés pour nous. En fait, ces bénéfices, on les a mis sur un fonds de soutien qui nous permet d'alimenter différentes causes qui nous sont chères. Donc voilà, enfin, c'est à nouveau, hein, c'est juste symbolique, mais comment donner une seconde vie à un objet au départ qui est éphémère, et puis apporter une dimension écologique, sociale et sociétale. Voilà. Ouais, effectivement, des beaux exemples qui associent l'aspect environnemental, social et glamour. Alors, à la RATP, un exemple de nouveau business model ? Moins glamour. Mais non. Le projet Métrolab, qui est un projet qui allie Alstom et la RATP dans un projet de recherche du métro du futur, dans laquelle la dimension de développement durable est une part essentielle, fondatrice du projet. Et c'est un projet de recherche qui nous engage, sur lequel on travaille pour sur une durée de 3 ans. Vous avez parlé d'IED, nous sommes également engagés dans quelque chose qui n'est pas encore un IED mais qui devrait le devenir et qui s'appelle Efficacity et qui est un institut de recherche qui est en train de voir le jour sur la ville durable et qui allie les grands de l'énergie, du transport et du bâtiment pour développer des solutions communes en co-conception. Et c'est un champ qui est extrêmement vaste et prometteur. En économie de la fonctionnalité, c'est vraiment le développement durable qui est en train d'ouvrir des pistes tout à fait vastes d'innovation dès lors qu'on s'intéresse par exemple à la dépense énergétique. Pour le moment, nos contrats de transport avec notre client, qui est le syndicat de transport d'Île-de-France, est un contrat par lequel le STIF nous achète du transport au kilomètre par des bus de 12 mètres. Donc, quel que soit le trafic et le nombre de voyageurs à bord. Dès que l'on pense consommation énergétique et efficacité énergétique du transport, on s'intéresse au taux de remplissage de ce qui roule et on réfléchit tout autrement. Et c'est une piste extrêmement prometteuse d'innovation.
qui découle vraiment de la vision développement durable. Voilà. Donc on est beaucoup. Alors moi j'ai été précédemment aussi directeur des achats, donc j'ai une fibre enrôler les fournisseurs dans le développement durable et aller chercher et mettre au service de la RATP la capacité d'innovation des fournisseurs. Donc là aussi, il y a un très fort potentiel. On serait bien bête de s'en passer. Quel point de vue, justement, notre patron de start-up? Alors en fait, plus qu'un nouveau business model, c'est un peu le business model de notre société qui a deux facettes en fait. Avant d'être un business model produit commercial, c'est aussi un processus et une organisation interne. C'est-à-dire que avant d'être innovation durable, Emulsar c'est d'abord de l'innovation. Et c'est l'ADN de base de la société. Et l'innovation est organisée de manière à faire ce qu'on appelle un peu l'innovation croisée. C'est-à-dire qu'on travaille dans des secteurs, l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique, la chimie fine. Ces secteurs peuvent générer des savoirs et des savoir-faire différents. Et on s'est aperçu qu'ils pouvaient être très complémentaires. Et qu'aujourd'hui, la pharmaceutique s'intéresse beaucoup à la conception de produits alimentaires parce qu'elle est plus naturelle, plus basée sur des produits issus de biosourçables et que la pharmacie commence à s'y intéresser. On parlait de la chimie un peu lourde qui s'intéresse aussi à la chimie du végétal. Donc la conception de l'innovation et l'organisation chez Emulsar est très liée à ce croisement de compétences sur les innovations. Elle est aussi exogène à la société, c'est-à-dire qu'elle est liée au marché. On s'est dit très bien, on fait de l'innovation. Maintenant, quel type d'innovation, dans quel sens et ça, c'est le marché qui l'a dicté. Donc, en fait, qui a créé un peu, je dirais, notre business model autour de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la socio et loco-performance, dans deux domaines qui nous paraissaient être très adaptés à notre innovation, qui sont la nutrition et le domaine de la santé. Avec un troisième critère aussi qui est primordial pour nous, qui est l'efficacité économique. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une organisation, un modèle économique produit qui sert commercialement, mais c'est aussi l'efficacité économique de ce business model qui permet en fait, c'est-à-dire que on regarde le potentiel de l'innovation durable qu'on va développer, qui doit avoir le potentiel économique de financer l'innovation qui va suivre derrière. Et c'est vraiment une préoccupation importante qu'on a quand on parle de notre business model. Merci. Je pense pour conclure, on avait envie de vous poser une question sur les facteurs clés de succès pour vous. Alors, un facteur clé de succès. Oui, tu as raison, parce qu'après, on va vous laisser la parole à la salle, quelques questions. Donc, un seul, ou deux, allez. Jean-François, on sait que c'est difficile de vous limiter. Non, la résilience, c'est-à-dire il faut y croire, donc il ne faut pas lâcher le bout de gras. Je t'en viens de parler de gras. Un deuxième, si je peux me permettre, c'est la volonté qu'on a d'un modèle de société. C'est-à-dire faire de l'innovation durable, du développement durable, de l'innovation, ce que vous voulez, peu importe les modèles. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre société. Moi, j'avais une question pour ceux qui ont réalisé l'étude. On parlait aussi de prospective. La prospective aujourd'hui, quel que soit le modèle de prospective, montre que l'Europe va croître au mieux, plus 0,5% sur les 15-20 prochaines années. Comment on fait de la croissance? Comment on fait de l'innovation durable dans une zone, si on est dans du circuit circulaire, dans de l'économie circulaire, des circuits courts? Comment on arrive à créer de la valeur dans une économie qui, théoriquement aujourd'hui, d'après tous les modèles, ne va croître, si elle croît, que de 0,5% par an? Vous avez choisi la plus simple question pour lancer le débat. On répondra tout à l'heure, mais là on continue sur les facteurs clés de succès. Alors moi je dirais facteur clé de succès, c'est la motivation, effectivement. Voilà, il faut y croire, effectivement, il faut être motivé et s'appuyer sur toutes les personnes motivées pour avancer ensemble. Dans une grande entreprise comme la RATP, c'est même maintenant un groupe international, c'est la notion de réseau d'acteurs et l'idée de vouloir à toute force faire avancer tous les secteurs de l'entreprise du même pas et fonder un socle culturel commun. Ça me paraît totalement essentiel. Ça
veut dire que quand vous dites réseau d'acteurs, c'est réseau d'acteurs internes ou ça fait référence à l'écosystème Interne, externe, on a des liens très très forts. Alors historiquement avec le territoire, la RATP c'était Paris, puis après c'était la région Île-de-France. Donc on est très très lié à notre territoire. On est en relation avec nos associations de consommateurs, je sais pas moi, au moins 8 fois par an. On est vraiment très très en relation avec le monde politique évidemment. Donc, nos fournisseurs, on est vraiment dans un écosystème et ce dialogue avec les parties prenantes est vraiment, c'est d'abord ce qui a fondé notre politique et c'est un dispositif continu qui nourrit l'entreprise de façon très, très intense. Je crois que comprendre ce qui se passe, comprendre le monde dans lequel on est, l'écouter, l'observer, être dans une posture de veille très active est absolument indispensable. Pour nous, le facteur clé de succès, il est lié au décloisonnement des collaborations à travers, notamment, je pense, un des très beaux outils qui devrait permettre l'innovation durable, c'est l'innovation ouverte, l'open innovation, qui, je pense, devrait être la base de la collaboration entre des grands groupes, des startups, des institutions de recherche publiques, des organismes, etc. Et on devrait pousser encore plus dans ce sens-là, de décloisonner et de réussir à faire changer un peu les mentalités, parce que ça reste encore difficile de partager des savoirs, de partager des connaissances, de partager des compétences. On parlait de propriété intellectuelle, tout ça rentre dans cette discussion, et je pense que l'open innovation est certainement une des premières briques de l'innovation durable. Delphine, encore un mot sur les écueils, peut-être, à éviter. Un mot, un écueil. Vous avez dit, dans un univers contraint, on est plus créatif. Du coup, l'opposé, c'est tomber dans le confort et croire qu'on y est arrivé. Donc, sans contrainte, on n'innove pas. L'écueil, c'est de ne pas croire qu'effectivement une innovation peut avoir une deuxième vie, voire une troisième vie, de capituler un peu effectivement la résilience, de capituler et d'avoir un échec et de ne pas tenter de capitaliser sur le savoir créé pour peut-être d'autres innovations. L'écueil, pour moi, ce serait attendre. Ce serait attendre la contrainte réglementaire, par exemple. La RATP, elle n'a jamais fait ça. La RATP, elle a fait des choses 4, 5 ans avant la contrainte réglementaire. L'achat à coût complet de nos bus intégrant la consommation énergétique des bus, on l'a fait au moins 5 ans avant la directive européenne qui nous y contraint. Faire un bilan carbone, on l'a fait, je pense, 6 ans avant d'y être contraint par la réglementation. Donc pour nous, attendre, c'est jamais bon. Si on veut, il faut être devant. Enfin, innover, c'est anticiper. Sinon, on est à la queue, quoi. On est derrière et on subit. Or, il ne faut pas subir. Je suis d'accord. L'écueil pour moi aussi, ce serait effectivement de marginaliser les personnes qui travaillent sur le développement durable et donc pas du tout. Non, mais effectivement, je suis d'accord, c'est l'affaire de tous et c'est typiquement sur des sujets comme sur les innovations durables où il faut travailler en mode projet et donc impliquer chacun des acteurs de l'entreprise. Donc voilà, vraiment pas se dire que c'est uniquement celui ou celle qui a l'étiquette développement durable. Merci beaucoup pour ces réactions très riches et très très complémentaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'avant-dernière partie avant le cocktail, de notre soirée, autour d'un débat avec vous. On a essayé de poser des questions qui, j'espère, vous ont intéressé, mais je suis sûre que vous-même avez des réactions ou des questions par rapport à l'étude qui vient de vous être présentée. Il y en a... Ah. Vous pouvez juste vous présenter très rapidement. Merci. Jean-Marc Luquez, OSEO BPI. Donc le financement, effectivement, vous pensez bien que ça nous intéresse tous parce qu'on ne peut pas avancer sans avoir trouvé l'équilibre.
Et je n'ai pas vu dans l'étude, à un moment donné, ou alors j'ai mal écouté ou mal vu, que les entreprises se soient posé la question comment valoriser par des indicateurs extra-financiers qui puissent donc prendre en compte ces démarches qui sont effectivement, à mon avis, les seules acceptables pour que demain l'entreprise existe. Et ça n'a jamais été évoqué ni par vous dans ce débat. Or, on sait la difficulté, à part les grands groupes qui ont une obligation de publier un rapport, comment les PME sont contraintes et elles ne sont pas valorisées par rapport à toutes les démarches qu'elles engagent. J'en connais un certain nombre qui sont effectivement dans cet écueil. Alors, je ne sais pas effectivement si l'étude devait le montrer ou pas. Enfin, je peux vous citer un autre exemple. On vient de mener, parce qu'il fallait qu'on passe à une phase 2 de notre existence, un énorme exercice stratégique. Ce n'est pas simplement lié au fait que le DG fondateur est parti à la retraite, et donc c'est un nouveau qui est arrivé, mais bon, le larron fait la foi. Non, c'est dans l'autre sens. Donc ce qu'on a fait, c'est d'essayer de réfléchir à quel devait être notre modèle pour les 30 prochaines années, voyons long terme, avec un maillage à venir sur les 5 ans. Donc on a défini un certain nombre, on a pris les critères financiers traditionnels pour définir toutes nos business units et tout ce qu'on faisait dans les différents secteurs. Et puis on a rajouté un certain nombre de critères. Après être allé demander à nos... Alors on n'a pas été voir les actionnaires puisqu'on n'en a pas. On est allé demander à nos mandants, c'est-à-dire les agriculteurs, les interprofessions agricoles, qu'est-ce que vous attendez de Sophie Protéol? Qu'est-ce que vous voulez que Sophie Protéol fasse demain? Et à notre surprise, malgré tout, ça a été de voir qu'ils attendaient, bon, effectivement, qu'on ait des résultats économiques leur permettant de continuer à se développer, etc., mais aussi qu'on contribue au développement des pays du Sud, par exemple. C'est-à-dire que l'agriculteur foncièrement prend soin de sa terre et prend soin de ses collègues. Donc il y a une volonté qu'on essaie de développer ce qui peut se faire au niveau des pays du Sud, mais aussi au niveau des territoires métropolitains. Comment on structure le tissu rural. Donc on a un certain nombre de critères, tout un tas de critères, plutôt sociétaux, qui ont été mis en œuvre, je sais pas, une quinzaine. Et on a classé toutes nos BU sur un système valorisation économique et valorisation sociétale, et avec un positionnement des BU sur ce graphe. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait vous pouvez avoir une société qui contribue fortement aux résultats économiques de l'entreprise, mais finalement sur le côté sociétal elle est complètement à gauche, ce qui ne veut pas dire qu'on va la jeter, mais ce qui veut dire si elle veut vraiment être cœur dans la vision de Sophie Protéol, il va falloir qu'elle fasse du sociétal. Par exemple, on a racheté récemment, ceux qui suivent ce secteur l'ont su, le Sieur Cristal au Maroc. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire au Maroc? Le Sieur Cristal, le Maroc, importe de l'huile de soja qui vient des États-Unis. Stupide. Donc le Sieur Cristal, dans notre dispositif, économiquement est très rentable, mais est complètement à ce côté. Le jour, et c'est actuellement en train de travailler, où le Sieur Cristal utilisera du tournesol ou du colza métropolitain, déjà, il se décalera. Et le jour où il utilisera du tournesol produit au Maroc, parce qu'on est en train d'envoyer nos ingénieurs agronomes pour apprendre à cultiver le tournesol au Maroc, à ce moment-là, il sera complètement à droite. D'accord ? Donc c'est ça l'introduction des critères sociétaux dans la gestion de l'entreprise. À la RATP, on essaye effectivement d'évaluer ce que nous faisons et en même temps de susciter l'envie et de mettre en mouvement tant nos fournisseurs que nos équipes. Et donc, on a mis en place deux dispositifs de trophées internes. L'un qui est le premier, qui est les trophées des projets éco-conçus, qui nous oblige à travailler sur les critères qui nous permettent de retenir le meilleur projet. Donc ça nous fait progresser en méthodologie. Et le deuxième trophée, plus inclusif, est le trophée des achats durables, qui concerne à la fois la pratique des acheteurs, les résultats, et les efforts et les résultats apportés par les fournisseurs. Et là aussi, ça nous oblige à progresser dans la façon dont nous apprécions les critères, dont nous mesurons la performance de ce que nous faisons. Et c'est comme ça, en marchant, que l'on affine notre science, je dirais, ou notre capacité à évaluer, à montrer et à mettre en valeur, in fine, ce qui est fait.
pour Emulsin et je pense pour les petites structures, en fait, finalement, je ne sais pas si on a le rapport à apporter une réponse, pardon, mais en tout cas, dans le débat, moi, j'ai entendu deux réponses, notamment de Sophie Protéol, c'est de dire il faut que l'innovation durable qui est lancée puisse générer suffisamment économiquement pour financer les innovations qui vont être poussées derrière et qui vont permettre à la société de se grandir. Je pense que le principe est exactement le même dans une petite structure, en tout cas nous chez Emulsar, c'est en amont de mesurer le potentiel économique d'une innovation qui soit suffisant pour pouvoir financer les innovations que l'on souhaite développer pour les 5-10 ans, à venir. Oui, bon, bonsoir. Ludovic Bu, je travaille avec deux des entreprises que vous avez citées, vous avez étudiées dans ce que vous nous avez présenté. Je ne vais pas les citer pour pas être trop... pour plein de raisons, pour garder mes clients notamment. Les deux entreprises en question, elles ont beau innover, tenter d'innover, investir, etc., elles s'interrogent plus ou moins ouvertement, l'une ouvertement, l'autre sans le dire, c'est pour ça que je ne vais pas la citer, de savoir si même si elles innovent et même si elles tentent de changer leur business model et en tout cas d'intégrer des choses nouvelles, notamment sur les usages plutôt que sur la possession, elles s'interrogent pour savoir s'il n'est pas déjà trop tard et si elles n'ont pas déjà été dépassées par Google, par IBM et par quelques autres qui, eux, sont uniquement dans les usages et où il y a zéro possession. Or, Google, ça n'existait pas il y a 10 ans, et IBM, sous sa forme actuelle, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, la question, et je me souviens, je suis aussi un ancien de cette maison, je me souviens d'un cours justement d'innovation où on nous a expliqué qu'on a regardé le top 10 des entreprises de semi-conducteurs dans le monde tous les 10 ans. Et on se rendait compte que tous les 10 ans, il y en avait 9 nouveaux. Il y en a un seul qui avait réussi à tenir sur les 50 ou 60 ans de l'étude. Et donc la question que j'ai envie de poser, c'est, mais finalement, est-ce qu'il est possible, sans changer radicalement son business model, comme l'a fait IBM, est-il possible, quand on est un grand groupe comme ceux que vous avez étudiés, de ne pas se faire bouffer ou de ne pas disparaître ou de ne pas devenir fournisseur des nouveaux au bout de 10, 15 ou 20 ans ? Moi, je vais peut-être apporter des éléments de réponse et puis si d'autres personnes, n'hésitez pas à compléter parce qu'il y a Aurélien, Valentina et Olivier qui restent là, mais vous pouvez nous rejoindre. Je pense que votre question est très pertinente. Je pense qu'on l'a vu, hein, les entreprises, c'est toujours difficile d'innover, mais alors remettre à plat le business model, intégrer les problématiques développement durable sur lesquelles il y a quand même une forte incertitude et un horizon de temps long, c'est ce qu'on explique dans le rapport. Ce sont des sujets très déstabilisants et je pense que plus on est une entreprise établie, plus c'est déstabilisant. Donc c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes entreprises... moi, je pense qu'assez vite, elles n'auront plus le choix. C'est un petit peu une autre façon de formuler ce que vous dites. C'est-à-dire que soit elles ne le font pas et ce sont des nouveaux acteurs qui s'imposeront, soit elles essaient de le faire. Je ne suis pas sûre qu'elles réussiront, mais elles auront peut-être une chance de faire ces transformations. Moi, il y a un petit dessin que j'aime beaucoup sur l'innovation, un dessin de Pessin que vous connaissez peut-être, où on voit un dirigeant d'entreprise un peu harassé par les responsabilités, qui a un air perplexe et qui dit « J'hésite entre innover et me planter ou ne rien faire et disparaître ». Je pense qu'en matière d'innovation et de développement durable, on est typiquement dans ce type de questions. Je pense que les entreprises établies qui arriveront à persévérer suffisamment, puisque je crois que c'était un des facteurs clés de succès qui a été identifié, qui arriveront à persévérer suffisamment pour traiter ces sujets, qui accepteront de travailler sur leurs échecs et de ne pas les mettre au fond d'un tiroir pour les oublier, mais pour les retravailler. Je pense que ça sera peut-être l'entreprise sur 10 ou les quelques entreprises qui seront pérennes. Mais c'est vrai qu'en matière de business model, c'est souvent plus facile, et en matière de rôle dans l'écosystème, c'est souvent plus facile d'arriver vierge et avec rien à perdre
que de transformer une organisation établie, et plus elle est grande, plus ça peut être compliqué à faire. Je pense que ce que vous dites est particulièrement adapté à une entreprise du format de la RATP. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a plus de 110 ans d'âge et qui balance entre le temps long, tel que je vous l'ai expliqué au début, et puis le temps court qui est la seconde, voilà, et en plus sur la répétitivité, puisque tout l'exercice consiste à savoir faire aujourd'hui ce qu'on a déjà fait hier. Aussi bien, si possible, un peu mieux. Bon. Donc, on est dans la répétitivité, dans le temps long ou ultra court. Donc, l'agilité n'est pas la caractéristique première de la RATP. Bon. Donc, c'est une question qui est difficile pour nous. On a tout du container, là, du porte-container de la CGM qui nous ont montré hier à la télé. C'est pas facile de bouger. Donc, ce qui peut nous aider, c'est le fait qu'on devienne un groupe international et que donc aujourd'hui, on a 20% de notre chiffre d'affaires qui est le fait de filiales qui, elles, ont une capacité d'agilité bien meilleure que le paquebot amiral de la flotte, là, à Paris. Et puis, le sens, la compréhension du sens de l'histoire et cette vision partagée. Voilà. Et notre capacité à travailler ensemble, qui, au bout d'un certain temps, fait plaisir à travailler ensemble. Mais bon, c'est quand même des travaux d'Hercule, c'est sûr. En tout cas, le sujet nous motive tous, parce qu'on a tous envie d'apporter une petite pierre à l'édifice. Ce que je peux dire de mon expérience à la fois d'accompagnement de grands groupes et aussi d'avoir travaillé dans des structures, je pense que le plus difficile, c'est quand on arrive en haut de la courbe de maturité, et on n'y est pas encore tout à fait, de son business model, c'est d'accepter, de regarder ou d'écouter les signaux faibles, qui souvent d'ailleurs sont perçus par ses collaborateurs, pour peu qu'on veuille bien les prendre en compte, et d'accepter à un moment donné, quand on a la tête d'une entreprise, de se remettre en question. On cite toujours Kodak, parce que alors eux, ils sont non seulement arrivés en haut de la courbe, mais ils ont attendu d'ailleurs d'être de l'autre côté de la courbe pour réagir, et là c'était trop tard. Donc je pense que tous les ingrédients sont là quand on est à la tête d'une entreprise, pour écouter, aller voir les nouveaux usages, comprendre, et en particulier en écoutant aussi, en prenant en compte, je pense, ses collaborateurs qui, eux, sont sur le terrain et sentent les choses. Si je peux me permettre, en fait, votre question, elle est extrêmement pertinente parce elle reprend en fait tous les ingrédients de ce qu'on a vu depuis 2 heures. À savoir, il faut combiner de l'incertitude, il faut combiner de la prospective avec toutes les incertitudes que ça représente, et il faut combiner ce que j'essaie de décrire tout à l'heure maladroitement, de l'inconfort. C'est-à-dire, à un moment donné, croire qu'on est arrivé et que ça y est, c'est fait et que ça va durer forever. Il faut arriver à faire comprendre que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Donc, quand bien même on soit bien établi, il faut se remettre en cause de façon perpétuelle. Alors, effectivement, dans des structures où ce mode de fonctionnement n'a pas été intégré dans les gènes, c'est-à-dire je me mets continuellement en cause, ou je remets continuellement en cause ce que j'ai fait, quand bien même cela fonctionne bien, si ça n'est pas intégré dans les gènes dès le départ, ça a du mal à être intégré. La société que je représente, l'agriculteur, prenez l'agriculteur, tous les ans, il remet son activité en jeu. D'accord, il est dépendant de contraintes climatiques. Actuellement, vous le savez, c'est difficile. Enfin, il y a plein de contraintes qui font qu'il peut faire une très bonne année, mais il doit recommencer l'année d'après. Donc, c'est des gens qui ont une vision extrêmement long terme, mais qui, chaque année, doivent se poser des questions, se remettre en question sur ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Quand ils décident de semer aujourd'hui du blé, par exemple, c'est sur la base des cours tels qu'ils sont aujourd'hui ou des perspectives de cours qui pourront être au moment où ils vont le récolter sans savoir s'ils vont le récolter finalement. Donc il y a toujours une prise de risque extrêmement énorme. Donc du coup, dans les gènes d'entreprises comme celle que je représente ou d'autres grands groupes agro-industriels, Tereos, Rocket, etc., il y a cette notion de dire, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut préparer le coup d'après qui est incertain, et toute la qualité des managers, c'est d'arriver à gérer cette incertitude et cet inconfort auprès des salariés sans que ça devienne un stress. Je ne sais pas si ça aide, mais... On va prendre encore une question. Du coup, j'ai découragé tout le monde.
Bonjour, Jolie Yin, je suis journaliste à l'Atelier Numérique, qui est une cellule de veille d'innovation à BNP Paribas. Et donc, je voudrais savoir vos points de vue sur l'économie collaborative, qui est tout ce qui concerne les covoiturages, les partages des biens et des services au lieu d'en acheter pour les consommateurs. Et pour moi, c'est un volet important dans le développement durable. Et comment vous appréhendez ce sujet et surtout comment vous comptez l'intégrer dans votre chaîne de valeur pour chacun de votre entreprise. Merci. Oui, alors je vais dire un mot, j'avoue, très... J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais pour une raison aussi, c'est que finalement, c'est un des business models qui émerge aujourd'hui, mais qui reste, j'irais, très circonstancié. Et il a été quasiment pas évoqué par les répondants de l'enquête. Donc, dans les business models de rupture durable, l'approche collaborative n'a pas émergé. Une fois de plus, je pense que ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait sur est-ce que le vieux dinosaure pourra réagir face aux nouvelles startups. Et c'est vrai que l'économie collaborative aujourd'hui, elle émerge de façon extrêmement intéressante, mais elle émerge de milieux totalement, je dirais, en rupture avec les entreprises traditionnelles. Donc c'est probablement la raison pour laquelle nos répondants n'ont pas en tête actuellement l'économie collaborative. La question qu'on peut se poser, c'est de se demander si elle sera un jour présente dans la courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est un business model qui est amené à se développer de la part d'entreprises classiques? Moi, ce que j'aurais juste tendance à dire rapidement, c'est qu'il me semble que ça participe du débat plus général sur le modèle de société dans lequel on veut vivre et sur l'adaptabilité des entreprises existantes face à des irruptions d'approches totalement renouvelées, radicalement différentes, qui remettent en cause, qui déstabilisent fortement finalement notre modèle, je dirais, individualiste, d'acquisition, etc. Donc, je ne suis pas forcément surpris par le fait que ce modèle-là n'ait pas été intégré dans la vision, en tout cas, de nos répondants. Voilà ce que je peux dire. Alors, il y a madame, là, au deuxième rang, qui a levé la main plusieurs fois. Alors, je ne voudrais pas qu'elle parte en regrettant de ne pas avoir posé sa question. Donc, J'avais une question sur votre étude. Est-ce que vous avez des problématiques sur la gouvernance et le leadership, justement, dans l'entreprise par rapport à cette prise de risque et l'innovation? Aurélien, c'est pour toi. Merci. C'est vraiment les chaises musicales, là. Alors sur ces questions de gouvernance, effectivement, c'est un des points fondamentaux qu'on souligne sur l'impact de ces problématiques de développement durable par rapport à l'innovation. Parce que quand on est parti sur ce sujet, on s'est posé la question de, finalement, qu'est-ce que l'innovation vient changer dans ce qu'on connaît du développement durable, dans la manière dont les entreprises s'y prennent, etc. Et réciproquement, qu'est-ce que le développement durable apporte à l'innovation? Et en fait, un des points très forts qui ressort, c'est que ça repose la question de la gouvernance de l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, du sens de l'innovation. Et ça a été très très bien décrit, je crois, à travers les échanges qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que ça repolitise, au beau sens du terme, quelque part, toute la démarche d'innovation de l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, comment l'entreprise est à la source d'un projet collectif, qu'est-ce qu'elle défend et qu'est-ce qu'elle essaye de développer à travers sa démarche d'innov, quoi. Donc ça, c'est un aspect qui est effectivement très important. Et j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas s'il y avait un autre... Oui. Puisque vous êtes là, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah ben c'est sympa. Je savais que j'aurais pas dû venir. Peut-être juste avant, pour répondre à madame, ce qu'on a mis en place il y a 1 an maintenant, en termes de gouvernance, un des DGA de l'entreprise, qui est mon patron, est en charge de l'innovation. Donc dans sa DGA, il y a l'innovation, le développement durable, la direction qui est en charge des partenariats au travers des chaires dans le domaine, et puis les ONG, etc. Et toute l'activité financière, puisqu'on est aussi un établissement financier, donc on fait du financement d'entreprises, notamment de start-up, d'entreprises en développement, etc. Donc tout ça, c'est sous la même direction. D'accord, parce que effectivement, c'est un DG en charge de la stratégie et il a été estimé qu'en parallèle des 2 DG en charge des pôles industriels, il était important d'avoir sous une même ombrelle toutes ces activités-là. Alors peut-être pour juste rebondir aussi, il y a des aspects internes liés à la gouvernance de l'innovation,
mais il y a aussi des aspects qui dépassent un petit peu l'entreprise. Et la question de la gouvernance de l'entreprise, la gouvernance de l'innovation, elle ne se pose pas seulement à l'intérieur de l'entreprise. Elle se passe aussi à l'échelle des écosystèmes dont on a parlé. Et là, il y a des questions d'action publique. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, l'acteur public essaye de travailler sur l'innovation, sur la ville durable, par exemple. Et ça, c'est des questions qui sont un peu transversales et donc qui sont un peu difficiles à penser aujourd'hui, qui impliquent les entreprises privées, telles que la RATP, telles que les entreprises du BTP, les acteurs publics, mais aussi les financeurs. Et les financeurs, eux aussi, doivent se construire des doctrines là-dessus. Et donc, c'est vrai que ça repose de manière très très forte cette question de la gouvernance de l'innovation, à la fois dans l'entreprise et dans les écosystèmes dont on a parlé. Voilà, alors... la croissance. J'ai vraiment essayé d'y Bien tenté. Alors, donc, alors, effectivement... Comme j'étais peu actif dans le domaine de la recherche au moment du Club de Rome, je vais peut-être avoir plus de mal à répondre à cette question-là, mais je crois que, en fait, par rapport à cette question de la croissance, il y a énormément de débats, et là, il y a énormément d'économistes, et je vais me garder d'être économiste à la place des économistes, hein, c'est pas... Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour se dire aussi que la manière dont on observe la croissance, dont on la mesure, est pas forcément idéal, que notamment par rapport à la consommation en ressources, etc., on n'a peut-être pas les bons indicateurs pour regarder la manière dont on crée de la valeur à la fois dans l'entreprise et au niveau de l'économie. Donc je crois que là, vous soulevez la question du grand chantier qui nous attend, qui est de repenser les modèles d'évaluation à la fois dans l'entreprise, mais aussi au niveau de l'économie dans son ensemble. Alors, du coup, répondre à cette question-là à brûle pour point, c'est extrêmement difficile, mais ce sera peut-être la prochaine étude de l'Institut i7. Olivier, tu voulais dire un mot ? Juste un mot. Par rapport à ce débat-là, je pense que, et ça revient aussi à la question sur le reporting, etc. Bon, il y a un concept assez utile de Michael Porter sur la valeur partagée, hein, la shared value. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est face un petit peu à un manque clair, c'est-à-dire qu'on dispose d'une grille d'indicateurs qui ne suffisent absolument pas à rendre compte de la complexité de nos impacts et de nos activités. Et pour ce qui est de la shared value de Porter, et donc l'idée de pouvoir créer de la valeur sociétale qui, à terme, va créer de la valeur pour l'entreprise, on est encore loin aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, d'avoir une véritable manière de mesurer cette valeur. Donc, une fois qu'on arrivera à véritablement mesurer cette valeur, enfin, on y va, et il y a beaucoup de travaux actuellement, ça bouillonne là-dessus. On sera aussi peut-être plus à même de revoir nos indicateurs, nos façons de mesurer la performance, et aussi de repenser à cette fameuse croissance. Voilà. Merci. Il me reste à remercier nos différents intervenants, à la fois toute l'équipe qui a réalisé l'étude que j'ai citée en introduction, et puis nos 4 participants à cette table ronde que, pour ma part, j'ai trouvé tout à fait passionnante. En tout cas, merci pour vos exemples et vos éclairages. Merci à vous tous pour votre présence ce soir. Et puis, je vous propose de poursuivre le débat maintenant. Oui, moi, je voulais un remerciement particulier à la salle qui est venue. Elle est très, très nombreuse. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse. Donc on va continuer à travailler, nous aussi, sur ces problématiques. Et en plus, vous êtes particulièrement exemplaires parce qu'il faisait un peu chaud. Et voilà. Et merci aussi à nos 4 invités d'avoir été là.